Dans toutes les parties du monde, il y a des légendes urbaines et autres histoires spécifiques qui refusent de mourir. Peu importe que les histoires parlent d'hôpitaux hantés en bordure de ville ou de créatures vivant dans les bois, ou encore de fantômes se promenant le long des routes peu fréquentées. Il y a toujours des points communs. Personne n'a jamais été dans ces endroits, personne n'a jamais vu ces créatures, et personne n'a jamais été témoin de l'un de ces phénomènes paranormaux de leurs propres yeux. Il y a des membres de chaque génération qui assurent connaître quelqu'un dont le voisin de la sœur de son meilleur ami est allé visiter une maison hantée de 13 étages remplie de sang, de serpents et d'araignées dont personne n'a jamais réussi à venir à bout. Et ces mêmes personnes assurent aussi que ces histoires sont parfaitement vraies, sans avoir la moindre preuve à fournir ou même le nom exact de la personne ayant vécu ces soi-disant événements. Puis, ils racontent ces histoires à leurs enfants, qui les modifient juste assez pour qu'elles soient cohérentes avec l'époque en question. Et c'est comme ça que le cycle continue. Je suis quelqu'un de plutôt sceptique, et surtout lorsqu'on me parle de ce genre d'histoire en particulier. Car dans ma jeunesse, j'étais comme accro à ce genre de choses. Je cherchais constamment les histoires les plus horribles dans la ville dans laquelle j'habitais. J'ai par exemple créé et colporté des histoires à propos d'une pizzeria de New York. J'ai aussi prétendu que mon cousin avait rencontré le diable de Jersey. Ou encore que mon grand-père avait échappé à un être mi-démon, mi-humain qui le pourchassait dans une forêt du Colorado. J'ai même brisé l'une des règles les plus importantes de ces histoires en prétendant que cela m'était arrivé à moi. C'était risqué, mais je prenais le soin de ne jamais changer le moindre détail. Et de façon surprenante, ça fonctionnait. J'aime penser que j'ai contribué à faire naître de nombreuses légendes urbaines, du Midwest des États-Unis jusqu'au Nord-Est. J'étais toujours heureuse quand je marchais dans les couloirs de l'école et que j'entendais un de mes camarades raconter une de mes histoires inventées de toutes pièces à un autre de leurs amis, en rajoutant des détails au fur et à mesure du bouche à oreille. Bien sûr, dès que quelqu'un venait m'en parler, je leur certifiais que tout cela était vrai. Je m'amusais même à parler en faisant trembler ma voix pour faire semblant de revivre la scène. J'imagine que cet aspect de mon enfance a conduit à la situation difficile dont je vais vous parler. Si j'ai commencé cet enregistrement en vous racontant tout cela, c'est spécifiquement pour être honnête avec les gens qui remettraient l'histoire que je vais vous raconter en cause. Je vous assure avec toute l'honnêteté possible et toute l'intégrité que j'ai, que cette fois-ci mon histoire est réelle. Je pense que vous avez compris qu'en étant petite, je déménageais beaucoup à travers le pays. C'était particulièrement lors de mes années collège et lycée. Je tiens à préciser qu'aucun de mes parents ne travaille de près ou de loin dans l'armée. C'était juste des gens qui n'aimaient pas rester au même endroit trop longtemps. Je sais que ça a peut-être eu des effets sur moi, mais ça ne m'a pas traumatisée. Quand j'étais petite, j'adorais recevoir de l'attention, et j'étais prête à tout pour ça. Je me faisais des amis très facilement, j'étais la pitre de la classe, et à cause de ça, disons que les professeurs ne m'aimaient pas vraiment. Mais ça n'a jamais été un problème, car en général, je ne faisais jamais une année complète au même endroit. Mes amitiés étaient très fugaces, tout comme le peu de relations positives que je pouvais entretenir. Mais à cause des événements qui ont suivi, mes souvenirs d'un de mes professeurs en particulier ont été légèrement modifiés. Mais je vais essayer de vous parler de notre relation de la façon la moins biaisée possible. Monsieur Peters était un de mes professeurs de sciences économiques et sociales pendant ma première année de lycée. Vu que je suis plus âgée maintenant, j'arrive à comprendre à quel point c'est dur de gérer des enfants de cet âge-là. Et j'ai le plus grand respect pour lui. Car malgré ça, il arrivait à créer une connexion avec ses élèves. On ne ressentait pas la différence d'âge. Il faisait des références musicales actuelles, et parfois il disait même merde ou bordel. Mais c'était souvent quand il parlait avec une bienveillance passionnée d'histoire amérindienne ou afro-américaine. Un professeur qui disait des insultes, même si elles n'étaient pas si graves que ça, c'était l'épitome du professeur qui avait la classe. Mes souvenirs de Monsieur Peters portaient majoritairement sur le fait qu'il donnait toujours 100% de lui-même, peu importe ce qu'il faisait. Un des événements de cette époque qui est toujours très frais dans ma tête, c'est Halloween. Monsieur Peters avait décoré sa classe avec des citrouilles creusées et des images de chats noirs qui étaient plutôt ennuyantes, je dois dire. Cependant, le 31 octobre, quand d'autres professeurs se désespéraient de voir que des étudiants prenaient toujours cette fête très au sérieux, Monsieur Peters nous a montré que ses cours n'avaient aucune limite. On était arrivés dans la classe et on avait été surpris de découvrir qu'il avait fermé tous les volets, allumé des bougies un peu partout et qu'il était assis à son bureau, sur lequel il n'y avait rien d'autre qu'une citrouille creusée de façon effrayante. Il n'a pas eu besoin de demander à qui que ce soit d'être silencieux, car à chaque fois que quelqu'un passait la porte, la personne était soit trop contente pour bavarder, ou trop perturbée pour dire quoi que ce soit. Les élèves avaient tiré leurs chaises alors que Monsieur Peters s'apprêtait à commencer son cours. Il parlait tout doucement pour installer l'ambiance, et restait juste à côté de la citrouille. Et de sa voix monotone, il avait annoncé que ce jour était son jour préféré, et qu'Halloween était un événement qu'il ne manquait jamais. Une des filles les plus studieuses de la classe avait levé la main d'un air inquiet, et il lui avait répondu un truc du genre « Oui, Gretchen, je sais que vous aviez des devoirs. Et tu sais quoi ?
s'est repoussé à mardi matin. Il avait dit ça sans la regarder, et elle avait fini par baisser tout doucement sa main en regardant les autres élèves d'un air embarrassé. Le silence avait alors été brisé par tous les applaudissements et les cris de bonheur de la classe. Monsieur Peters avait attendu tranquillement que le calme revienne, avant de commencer une histoire qui d'après lui était la raison même de son amour pour Halloween. Je vais essayer de recréer l'incroyable histoire que Monsieur Peters a racontée à la classe ce jour-là. La façon dont il l'avait fait avait laissé les fous d'horreur mais aussi tous les autres complètement terrifiés. Et la même fille qui avait levé sa main pour rappeler qu'il y avait des devoirs s'était tenue les jambes contre la poitrine, une expression de terreur sur le visage jusqu'à la fin de celle-ci. La chose importante à savoir, c'est le sujet exact de l'histoire, car les petits détails qui n'avaient pas d'importance me sont sortis de la tête. En gros, Monsieur Peters et ses amis avaient décidé de faire un road trip à travers le pays, juste après avoir réussi leur diplôme universitaire. Ils avaient loué une camionnette, l'avaient remplie de matériel de camping et avaient décidé de ne rentrer qu'à la fin de l'été. Le groupe était parti de Poconos dans le New Jersey, puis était allé jusqu'aux côtes de Floride, avant de passer par la Nouvelle-Orléans, la Californie et Washington. De là, ils avaient visité les montagnes rocheuses du Colorado avant de revenir vers New York. Ce concept de liberté de voyage avait suspendu tout le monde aux lèvres de Monsieur Peters. Et pour moi, il était instantanément devenu le prof le plus cool du monde. Vu que Monsieur Peters et ses amis étaient des étudiants aventureux, ils n'avaient pas pris de carte avec eux. Ils n'avaient pas de contraintes de temps. Donc ils s'étaient juste contentés de partir dans la direction principale de l'endroit où ils voulaient aller. Comme ça, ils s'arrêtaient dans différentes villes et regardaient ce qu'il y avait à visiter aux alentours. Il nous a expliqué qu'après être restés toute une semaine dans le Colorado, ils avaient roulé des kilomètres et des kilomètres à travers des champs de maïs qui s'étendaient à perte de vue. En arrivant dans le Nebraska ou le Kansas, je ne me souviens plus très bien, ils avaient décidé de cotiser pour un motel. Et ils avaient fini par en trouver un dans une petite ville. Et c'est seulement après s'être installé qu'un de ses amis a réalisé que son grand-père n'habitait pas loin de là, dans une ferme. Ils n'étaient pas sûrs d'où exactement, mais ils avaient décidé de tenter le coup après s'être fait rembourser la chambre de motel. Son ami avait tenté de rentrer en contact avec son grand-père, mais en vain. Cependant, il était sûr que son grand-père serait heureux de les voir arriver par surprise et qu'il n'hésiterait pas à les héberger et les nourrir. Alors que le groupe avait accepté et était remonté en voiture juste 1 heure avant le coucher du soleil, ils avaient l'espoir de pouvoir profiter de dormir et manger dans une vraie maison, après tout ce temps sur la route. Dans l'endroit où ils roulaient, il n'y avait pas beaucoup d'indications. Et demander son chemin donnait lieu à des instructions comme « Continuez tout droit sur plusieurs kilomètres en longeant le champ de maïs jusqu'à ce que vous arriviez à un chemin de terre et tournez de façon à ce que les bottes de foin soient à votre droite. » Autant dire que c'était un véritable casse-tête. Et comme dans toute bonne histoire d'horreur qui se respecte, le groupe avait fini par se perdre. Par orgueil, ils avaient quand même décidé de rouler, persuadés qu'ils finiraient par retrouver leur chemin. Après avoir tourné plusieurs fois et avoir continué sur des routes quasi désertes, ils s'étaient retrouvés sur une route en terre. Et l'ami de Monsieur Peters était persuadé que par miracle, ils avaient réussi à trouver le bon chemin, car cette route lui disait quelque chose. Monsieur Peters avait décrit la route comme ressemblant à un long chemin sombre qui avait l'air de mener tout droit en enfer. Je savais qu'il exagérait un peu, car il avait fini par décrire les arbres en disant qu'ils étaient si grands et que leurs branches étaient si penchées qu'ils avaient eu l'impression qu'ils essayaient d'attraper leur voiture. Mais aussi qu'en avançant, ils avaient vu des centaines d'yeux d'animaux brillants les regarder depuis la noirceur environnante. Malgré ça, je semblais être la seule à être sceptique, car toute la classe gobait chacune de ses paroles. Il a continué en disant qu'ils avaient poursuivi leur chemin sur la route sombre pendant encore 15 minutes avant d'arriver devant une petite construction d'où provenait de la lumière. Et qu'à côté, il y avait un silo. Ils s'étaient dit que même si malheureusement ce n'était pas la maison du grand-père de leur ami, les gens qui vivaient là auraient pu au moins leur indiquer la bonne direction. Après tout, vu qu'ils étaient des environs, ils connaîtraient sûrement la maison des grands-parents de leur ami. Et c'était alors garé près du bâtiment, en réalisant une fois descendu de la voiture, que cela ressemblait plus à un garage qu'une maison. Mais vu que les lumières étaient allumées, ils avaient bon espoir d'y trouver quelqu'un. Ils se sont donc tous dirigés vers le bâtiment, et de la porte à moitié ouverte, ils ont aperçu une pièce vide. Suspendue au plafond, il y avait de vives lumières fluorescentes, qui donnaient l'impression d'être en plein jour. Cependant, ils ne voyaient personne. Mais un des amis de Monsieur Peters avait insisté sur le fait qu'il y avait forcément quelqu'un. Sinon, le bâtiment ne serait pas éclairé de la sorte. Il n'y avait pas de porte à l'intérieur du bâtiment. Monsieur Peters insistait bien sur le fait que ce n'était qu'une salle géante et vide. Le groupe a donc erré autour de la propriété et vers le silo. En se rapprochant, ils ont remarqué ce qui semblait être une porte de cave. À ce stade,
Je me souviens que M. Peters a dit à toute la classe qu'il devait bien écouter afin d'apprendre de sa propre idiotie. Il nous a dit qu'il n'avait pas vu beaucoup de films d'horreur avant cette époque, et qu'il n'avait pas hésité à se rapprocher d'une porte de cave effrayante au milieu d'un endroit sombre, effrayant et étranger. Il a dit que le fait de s'approcher de cette porte était l'un de ses plus grands regrets. M. Peters nous a alors indiqué qu'il nous dirait uniquement ce qu'il trouvait approprié, mais pas plus. Il estimait que nous étions assez matures pour gérer la suite, mais il a conseillé à tous ceux qui étaient mal à l'aise de quitter la classe plus tôt. Plusieurs étudiants ont tranquillement rassemblé leurs affaires et sont sortis. 2 d'entre eux étant des fumeurs de cigarettes magiques, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont vu ça comme une occasion de fumer derrière l'école avant leur prochain cours. Je n'ai même pas réfléchi à 2 fois. Comme j'ai dit, j'étais et je suis toujours une grande fan de ce genre de choses. Et M. Peters était en train de raconter une histoire plus palpitante que toutes celles que je n'avais jamais imaginées. Je voulais apprendre de ce type, même si je ne croyais pas beaucoup à ce qu'il disait. Après que la classe se soit un peu vidée, M. Peters a continué l'histoire. Il a dit que lui et ses amis avaient ouvert la porte de cette cave, dégageant une odeur qu'il a décrite comme l'odeur la plus putride que ses sens n'avaient jamais connue. À ce moment-là, ils ne se souciaient plus de trouver les propriétaires de l'endroit, mais ils étaient plutôt déterminés à trouver la source de cette odeur. Ils avaient alors descendu les marches de la cave qui les avaient emmenés à un long couloir. Il était éclairé par des ampoules simples, espacées sporadiquement le long du plafond. Personne ne parlait. Les choses étaient devenues trop étranges. Les murs étaient tapissés de tôle, semblables à la toiture des fermes. Le couloir était lui-même tordu, et la hauteur sous plafond ne cessait d'augmenter puis de diminuer, comme s'il s'agissait d'un tunnel creusé à la hâte. Il y avait des sections où les garçons devaient presque s'accroupir pour passer. Le pire d'après M. Peters, c'est que les ampoules clignotaient de façon continue, rendant très difficile le fait de se placer dans le couloir sinueux et instable. Avec le recul, il était certain que son esprit lui avait joué des tours, mais il se souvenait bien d'avoir cru voir des choses étranges à chaque flash. Il a dit qu'il savait que le cerveau pouvait nous jouer des tours quand on était trop stressé ou trop concentré sur quelque chose, et qu'il avait même la capacité de nous faire voir des choses qui n'étaient pas réellement là, mais qu'il n'avait pas eu l'impression que c'était le cas. Alors qu'il continuait à décrire ce qu'il avait vu, je trépignais d'impatience sur mon siège. Il a poursuivi en disant qu'un vent frais balayait le couloir, et que ce dernier avait l'air d'être interminable. C'est pour ça que M. Peters a deviné qu'il était quelque part sous la forêt effrayante, et qu'il avait traversé pour arriver jusqu'au bâtiment. Ils ont fini par tomber sur une porte après avoir marché pendant 1 kilomètre. Ils étaient restés à distance, juste au cas où. C'était une simple porte en bois, mais elle semblait appartenir à une maison de banlieue. Malgré sa simplicité, elle avait un beau design, et on aurait dit qu'elle venait fraîchement d'être peinte en rouge. Elle possédait une jolie poignée, ainsi qu'un heurtoir. C'était bizarre. Cette porte ressemblait très clairement à celle de l'entrée d'une belle maison. Elle n'avait rien à faire là, au bout d'un tunnel délabré, dans une cave au beau milieu de nulle part. Un de ses amis, Ruben, s'était alors prudemment avancé vers la porte, en faisant attention à ne pas trébucher à cause de la lumière qui clignotait. Et pour détendre l'atmosphère, il avait plaisanté en leur demandant s'ils pensaient qu'ils devaient frapper avant de rentrer. Il avait ensuite saisi le heurtoir de façon moqueuse et avait dit quelque chose du genre « Est-ce que quelqu'un est à la maison ?» Le groupe avait attendu une 30aine de secondes avant de décider d'abandonner et de faire demi-tour. L'ami qui était encore à côté de la porte allait rebrousser chemin à son tour, quand tout à coup, la lumière qui se trouvait au plafond et qui était entre lui et ses amis avait explosé. Les garçons s'étaient tous protégés les yeux pour ne pas recevoir d'éclats de verre. Alors qu'ils réouvraient les yeux, M. Peters avait vu tomber l'un des morceaux de tôle qui recouvraient les murs et le plafond. La tôle était tombée directement sur le front de l'ami qui était près de la porte, lui tranchant la peau. L'impact l'avait apparemment assommé, et il était retombé contre la porte, la faisant s'ouvrir brusquement par la même occasion. Ruben avait alors fini sa chute derrière la porte rouge. Malheureusement pour eux, ça n'avait été que le début d'une longue et terrible nuit. Une nuit que je finirai de vous raconter plus tard, sûrement après un long week-end de débauche.